Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Voici la deuxième partie du questionnaire de décryptage des vidéos sur l'entreprise en difficulté. Donc la vidéo YouTube précédente, donc portait sur la vidéo 1, la prévention des difficultés des entreprises. Donc merci de vous y référer avant. Cette vidéo, ce décryptage porte maintenant sur les vidéos 2 et 3, à savoir les conditions d'ouverture d'une procédure collective, la deuxième, et l'ouverture des procédures collectives, la période d'observation, la troisième. Question 1 de la vidéo 2, quelles sont les trois principales procédures collectives? Ce sont donc la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Question 2, quels sont les deux critères d'ouverture d'une procédure collective? L'ouverture d'une procédure au profit d'un débiteur suppose que celui-ci justifie d'une certaine qualité, c'est-à-dire qu'il soit une personne visée par la loi, dénommée personne éligible, et de certaines difficultés qui diffèrent selon le type de procédure. Question 3. Quelles personnes peuvent être éligibles aux procédures judiciaires du livre 6 du Code de commerce? Donc, il peut s'agir de personnes physiques ou morales. Pour les personnes physiques, des personnes exerçant une activité commerciale, une activité artisanale, des agriculteurs, et enfin, depuis 2005, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé. Il y a aussi des personnes morales de droit privé, à savoir donc les sociétés commerciales, même unipersonnelles, sociétés civiles, sociétés coopératives, mais également les GIE et GEIE, les associations, les fondations d'entreprises, les syndicats professionnels, les ordres professionnels et les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie, donc tout groupement ici ayant la personnalité juridique. Question numéro 4. Quel type de difficultés peuvent donner lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde? L'entreprise peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, lequel, donc, veuillez excuser cette interruption, donc procédure de sauvegarde possible si l'entreprise, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. C'est-à-dire des difficultés que le débiteur ne peut surmonter seul. Difficultés financières, juridiques, sociales. Mais attention, ces difficultés ne doivent pas être constitutives de l'état de cessation de paiement, donc ne pas avoir un degré de gravité trop important. Elles doivent être, ces difficultés, effectives et pas seulement prévisibles, contrairement à la procédure de conciliation qui le permet. Et enfin, une appréciation in concreto, donc par les juridictions, permettra de cerner ces difficultés. Question numéro 5. Définissez la notion de cessation de paiement. Et question numéro 6. La cessation des paiements est la condition nécessaire et suffisante pour demander l'ouverture d'une procédure collective, laquelle? Eh bien, on va commencer par la 6. Il s'agit de la procédure de redressement judiciaire. L'état de cessation des paiements est la condition nécessaire et suffisante pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Qu'est-ce que cet état de cessation de paiement? C'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Passif exigible, ce sont les sommes immédiatement utilisables ou actifs réalisables le jour même ou à très court terme. Passif exigible, ce sont les dettes certaines, liquides et échues du débiteur. Donc, cessation de paiement, impossibilité du débiteur de faire face à ce passif exigible avec l'actif disponible. Vidéo numéro 3, l'ouverture des procédures collectives, la période d'observation. Question 1, quel est le but de la période d'observation? Eh bien, le but est de faire un diagnostic, c'est-à-dire identifier les maux MAUX qui touchent l'entreprise, leur étendue, mais aussi trouver des solutions. Concrètement, cette période d'observation va servir à établir un bilan économique et social et à construire un plan. Question 2, quelle est la durée de la période d'observation? La durée de la période d'observation est de 6 mois
prolongé éventuellement à 12 mois et étendu exceptionnellement à la demande du ministère public à 18 mois. Question numéro 3, caractériser le rôle de chacun des acteurs de la période d'observation. 3 petits tas, distinguer la mission de surveillance de la mission décisionnelle du juge-commissaire. Le juge-commissaire est celui qui va surveiller, orchestrer la procédure. Il a une mission de surveillance, il va donc surveiller la procédure. C'est sous sa houlette, sous son contrôle, que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire travailleront. Ils devront d'ailleurs l'informer du déroulement de la procédure. Mission décisionnelle du juge-commissaire, c'est lui qui va prendre un grand nombre de décisions très importantes dans la procédure, comme autoriser les actes les plus graves, comme arrêter le passif, c'est-à-dire déterminer les créances qui vont être réglées et écarter celles qui ne seront pas réglées dans le cadre de la procédure. Question 3b, vous déterminerez là les parties représentées par le mandataire judiciaire. Eh bien, le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers. Il va vérifier le passif, c'est-à-dire soumettre les créances qui méritent d'être réglées au juge commissaire et contester celles qu'il pense devoir écarter. C'est également lui qui a seule qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers. C'est lui qui pourra donc entamer les différentes actions destinées à les protéger. Question 3c, vous déterminerez là les parties représentées par l'administrateur judiciaire. Attention, contrairement au mandataire, sa désignation n'est pas systématique. Elle est obligatoire si l'entreprise a 20 salariés et réalise un CA supérieur à 3 millions d'euros. Cet administrateur représente l'intérêt de l'entreprise. Alors, d'où la richesse de notre droit. En effet, schématiquement, si l'intérêt de l'entreprise exige son maintien, parfois, le règlement des créanciers, représenté par le mandataire, exige une solution purement liquidative. Donc, le système français permet ainsi à chaque intérêt d'avoir son organe d'expression, ce qui donnera au tribunal une vision d'ensemble totale des différents intérêts à prendre en considération avant de statuer et afin de statuer sur le sort de l'entreprise. Question numéro 4. En quoi consistent les missions de surveillance, assistance et représentation de l'administrateur judiciaire? Dans quelle procédure peut-on les retrouver? Et quelles sont leurs incidences sur les pouvoirs de gestion du chef d'entreprise pendant la période d'observation? Donc, en matière de sauvegarde, l'administrateur peut n'avoir qu'une mission de surveillance. Donc, le pouvoir de gestion de l'entrepreneur n'est pas modifié. Lorsque l'administrateur a une mission d'assistance, c'est-à-dire soit dans une procédure de sauvegarde, soit dans une procédure de redressement, alors l'entrepreneur doit faire contresigner par l'administrateur chacun des actes qu'il passe. Enfin, en matière de redressement judiciaire seulement, l'administrateur pourra avoir une mission de représentation, c'est-à-dire qu'il représente l'entrepreneur pour accomplir un certain nombre d'actes qui appartenaient au chef d'entreprise. Ajoutons enfin que l'administrateur a des pouvoirs propres, c'est lui qui va accomplir certains actes. À titre d'illustration, lui seul aura la faculté de demander la continuation des contrats en cours. Voilà, à très bientôt pour les autres vidéos 4 et 5 sur les procédures collectives. Merci.